aujourd'hui, avec notre, live, ceux qui sont sur Instagram, venir sur YouTube. On va commencer notre, live aujourd'hui avec la chose la plus importante, à apprendre à nos enfants, qui c'est les compétences basiques. Donc, les compétences basiques, en fait, c'est la première chose à observer, à évaluer et à travailler avec nos enfants. Je vais partager avec vous mon, bonjour Anna, je suis sur YouTube, hein, celles qui sont sur Instagram, on est sur YouTube parce que je vais partager avec vous, une présentation et je trouve que c'est une des lives les plus importantes que j'ai déjà fait parce que je vais parler quelque chose que je parle pas souvent. Normalement, je parle beaucoup de l'ABA, mais je parle pas en fait du début de de l'initiation, des pourquoi c'est important d'utiliser l'ABA et là aujourd'hui, on va, voir surtout ça. Donc je vais présenter, mmh la présentation. Je vais partager avec vous. Partage. Ici. Donc, est-ce que vous êtes en train de voir la présentation? Est-ce que c'est bon pour vous? Vous voyez? Je pense que oui. Donc aujourd'hui, on va parler des autismes et les habiletés basiques qui sont extrêmement importants parce que qu'est-ce qui se passe? On reçoit parfois le diagnostic de nos enfants entre 2, 3, 4 ans et on attend. En fait, on attend de la prise en charge, on attend, c'est qui le médecin, c'est qui le psychomote, c'est qui le psychologue. On attend ces gens-là pour nous dire qu'est-ce que nous, on doit faire. Donc, on est perdu parce qu'on a un diagnostic, on attend 1 mois, 2 mois, 3 mois pour commencer à travailler et parfois nos enfants, ils sont pris en charge 2 ou 3 fois par semaine et on ne sait pas exactement qu'est-ce qui nous, en fait, doit faire à la maison. On commence à voir que l'enfant, il fait des crises, on commence à voir que l'enfant à l'école, il est en souffrance parce que les personnes à l'école ne savent pas trop comment faire. Donc c'est un enfant qui est écarté, c'est un enfant qui fait beaucoup d'écolalie, c'est un enfant que, gère pas ses émotions et qui sait pas gérer son comportement à l'extérieur et on ne sait pas comment agir, comment faire. Donc aujourd'hui, je vais vous donner en fait quelles sont les habiletés basiques et pourquoi c'est très important de les appliquer, de les apprendre en fait à nos enfants. Donc ici, sous la présentation à la 12e, je suis ça. Et bon, voilà. Donc, l'objectif aujourd'hui de cette masterclass, c'est quoi? Je suis sur YouTube, donc j'ai mis sur Instagram pour les mamans qui me voient en ligne, pouvoir rentrer ici. L'objectif de la masterclass, c'est vous donner en fait une compréhension sur les habiletés basiques et comment on va intégrer ces habiletés, ces apprentissages dans une routine qui nous, autant que parents aidants, on va établir avec l'enfant. Déjà, qu'est-ce que c'est une habilité basique? On va réfléchir ensemble, je vais vous demander de réfléchir avec moi. Quand nous, on se réveille le matin, qu'on ouvre les yeux et on s'assoit, sur notre lit, on a des choses à faire et on peut faire ces choses-là, par exemple, aller aux toilettes, on peut aller brosser les dents, on peut aller préparer le petit déjeuner, on peut dire: «Ah mais j'ai faim, aujourd'hui j'ai envie de manger une banane» ou «Aujourd'hui j'ai envie de manger du pain». En fait, c'est les habilités qui nous permet de, passer notre journée. C'est les habilités qui nous permettent de vivre. Oui, ça peut être des choses qui sont naturelles pour nous et qui sont des défis pour les enfants. Oui, tout à fait, c'est ça. Par contre, on a ça ici, je vais vous présenter quelque chose qui est structuré.
En fait, ça veut dire que je vais vous donner, en fait, une listing. Vous allez avoir dans cette masterclass une listing des choses qui sont les basiques primaires, qu'on appelle les basiques primaires, qui vont nous donner, en fait, un portail pour d'autres comportements. Donc, si on a faim, qu'on demande à manger, c'est parce qu'on a déjà notre capacité, notre compétence basique des communications établie. On doit avoir aussi la capacité d'écouter, on doit avoir la capacité d'échanger avec les autres, on a la capacité d'attendre, on a aussi une capacité, par exemple, de Hem, souplir, je sais pas si en français on dit ça, mais par exemple, si on a soif, si on a faim et cetera, on va tout de suite avoir ça. On a une capacité de se déplacer d'un point jusqu'à l'autre, sans se perdre dans le chemin, même si c'est à la maison. Donc ça, notre objectif, en fait, c'est comment on va initier l'apprentissage de ces comportements avec des enfants TSA. Et cette masterclass. Cette masterclass, en fait, on va avoir une introduction. On va parler un petit peu de comment on arrive à inclure les enfants, donc le monde d'un enfant TSA dans le monde, en fait, réel. Comment choisir les besoins prioritaires? Qu'est-ce qui c'est un comportement basique? Et comment intégrer les apprentissages dans une routine ABC? Donc ça veut dire une routine où on amène les apprentissages avec les bases de l'ABA. Et après, si vous voulez poser des questions, on ira bien sûr, plus loin. Heu, donc c'est quelque chose qui génère beaucoup de génère beaucoup des discussions, en fait, entre les parents, les professionnels et les gens qui vivent l'autisme. En fait, les compétences essentielles pour vivre dans le monde sont les mêmes pour chacun. Donc, ça veut dire que si j'attends des compétences d'un enfant ordinaire, c'est les mêmes compétences en fait qu'on va attendre d'un enfant autiste, d'un enfant TSA, d'un enfant TDAH, hem, d'un enfant qui a n'importe quel handicap. Qu'est-ce qui se passe? On a des modèles cognitifs dans le cerveau d'apprentissage qu'on appelle les modèles cognitifs typiques, mais on va avoir plein d'autres modèles, en fait, cognitifs d'apprentissage qui sont les modèles qu'on appelle atypiques. Les enfants TSA, ils ont un modèle cognitif d'apprentissage atypique. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Je vais juste sortir ici de je vais sortir d'Instagram, hem, abandonner la vidéo, je sors d'Instagram et je continue ici. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les modèles cognitifs d'apprentissage atypiques? Le mot, en fait, qui vient avec ici, je parle des modèles d'apprentissage dans le cerveau, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces modèles cognitifs-là, ils nous demandent à nous ils nous demandent une adaptation. Soit quand on parle d'enfant, de la personne qui est en train de travailler avec l'enfant, soit une adaptation de l'enfant et soit aussi une adaptation environnementale. Donc ça veut dire de l'endroit où cet enfant il est. Donc nous, aujourd'hui, on va parler plutôt d'une adaptation des 2 choses. L'adaptation de l'enfant, parce qu'on va apprendre quelque chose à cet enfant pour qu'il puisse s'adapter ou adapter sa façon d'apprendre. Mais aussi nous, on va adapter notre façon d'enseigner. On va adapter notre façon de voir comment cet enfant, il se comporte. On va jamais comparer l'apprentissage d'un enfant atypique avec l'apprentissage d'un enfant typique. Pourquoi on va faire ça? Parce qu'on va droit au mur. On va être déçu, on va arriver à nulle part. On peut utiliser bien sûr les bases
qu'on a de l'apprentissage du comportement humain. Donc ça veut dire si un enfant ordinaire de 4 ans, il est capable d'aller dans la cuisine chercher un verre d'eau, un enfant atypique, on va essayer de l'apprendre la même chose, sauf qu'on va l'apprendre différemment. Donc nous, on va s'adapter et l'enfant aussi, il va s'adapter parce que naturellement, cet enfant atypique, il allait pas forcément avoir l'esprit d'aller chercher le verre d'eau. Parce qu'il y a plein de barrières, en fait, soit comportementales, soit barrières, des pensées, soit plein de barrières, en fait, qu'on appelle barrières d'apprentissage, qui empêchent l'enfant d'aller vers son objectif. Même s'il y a, entre guillemets, «un désir», un besoin, peut-être qu'il va pas arriver à exécuter ces comportements-là qui est naturel pour un enfant ordinaire. Donc ici, on va parler aussi d'une question d'adaptation. Donc, comment on voit aujourd'hui l'inclusion de ces enfants, des personnes autistes en général? Moi, je parle d'enfants, pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite. Hem, j'ai un groupe, en fait, plus fermé avec des mamans qui font la formation ABA à la maison. On a un groupe des mamans qui, on a une fois par semaine une masterclass et après on a un échange entre nous et on parle de nos enfants. Dans ces groupes aujourd'hui, on a des enfants qui subissent en France des maltraitances à l'école. C'est des enfants que, pour une raison quelconque, n'arrivent pas à exprimer leurs compétences basiques à l'école. Ils sont pas respectés dans leurs droits. C'est des enfants qui passent par des maltraitances. Donc, pourquoi mon objectif, c'est toujours d'aller vers un enfant TSA, d'aller vers l'enfant le plus petit possible, parce que c'est là, en fait, où on a la neuroplasticité et on a le plus de possibilités d'aider cet enfant. Ça veut dire qu'on va utiliser la biologie, la physiologie du corps humain pour nous aider à, mieux, apprendre des choses à cet enfant. Donc l'enfant aujourd'hui, Tessia, il est dans son monde en fait. Il est né avec ses caractéristiques, et chaque caractéristique en l'homme aussi, mais parfois l'autisme, il nous fait souffrir, nous les parents. Et cet enfant, il vit dans son monde. Qu'est-ce qui se passe avec un enfant TSA? Cet enfant, en fait, il a besoin d'aide, il a besoin de plusieurs adaptations, comme je viens de vous dire dans les slides antérieurs. C'est qui la personne responsable pour les adaptations à cet enfant? Donc la première, c'est la responsabilité de l'État. Donc le gouvernement, l'État, il doit se responsabiliser en fait pour les adaptations nécessaires par rapport aux droits de l'être humain. Donc l'État, il se responsabilise. Aujourd'hui, en France, entre guillemets, on va avoir une responsabilité que l'État, il essaye de faire de façon monétaire, donc ça veut dire financière, et il va donner des aides financières, mais il va pas donner les moyens à ses enfants d'avoir son droit d'aller à l'école, son droit d'aller à la piscine, son droit hem, de aller son droit en fait de déplacement, d'aller-retour. Donc l'État aujourd'hui en France, c'est un État qui garantit pas cette responsabilité envers les enfants portant un TSA. Le 12e groupe responsable de l'évolution et des adaptations pour cet enfant, c'est la famille. Donc la famille, elle a une responsabilité aussi de pouvoir amener cet enfant où il faut. Elle va écouter le groupe en fait thérapeutique, elle va écouter les médecins, elle va écouter, l'école et la famille aussi, c'est un support, c'est elle la responsable aussi d'aider cet enfant. Et on va avoir de notre côté une responsabilité sociale. Et là, je vous dis que vous avez un rôle aussi. La société, il faut qu'elle soit sensible en fait
à les enfants qui ont un TND, un trouble de neurodéveloppement. Comment on fait la société s'est sensibiliser? Comment c'est aussi une responsabilité. Le supermarché, il faut avoir des, adaptations pour les enfants autistes. Si on va dans l'avion, si on va dans une salle d'attente, il faut que ça soit adapté aux enfants autistes. Et ça commence en monde entier, mais en France, c'est encore zéro. Donc la société, elle n'est pas non plus adaptée. Les personnes, elles sont pas formées dans les magasins, les personnes, elles sont pas formées dans des centres d'accueil, les personnes, elles sont pas formées à l'école. Donc la société, elle est pas préparée. Moi, mon objectif, c'est toujours de sensibiliser et d'aider les familles, en fait. Mon objectif, c'est être ici pour, faire, le travail d'aider les familles à prendre leurs responsabilités. Donc c'est pour ça que je vous parle beaucoup, de comment faire, qu'est-ce que vous devez faire, comment je vous donne accès à l'information que vous allez pas avoir cette information vers les professionnels ici en France, parce que c'est vraiment cloisonné. Donc moi, je suis là pour vous donner de pouvoir. La famille, il faut qu'elle ait accès à tous les outils, il faut qu'elle ait accès à toutes les informations pour aider ses enfants. On cloisonne pas ça. Parce que l'enfant, il grandit et si on fait rien, si la famille, elle ait pas les outils pour aider cet enfant, elle est démunie et l'enfant, il grandit avec beaucoup de retard. Donc, on va parler surtout du retard de développement et comment on fait pour arriver à, à les méthodes d'apprentissage à ces enfants. On va voir des niveaux de soutien qui sont, des niveaux décrits dans le DSM-5 et c'est le document de la psychiatrie des États-Unis qui a pris des bases pour tout ce qui est, troubles de neurodéveloppement aussi qui des maladies psychiatriques. Donc, il nous donne 3 niveaux, les niveaux des soutiens. Donc on parle plus de sévérité, on parle pas des sévères, légères, ça n'existe plus. On parle des niveaux des soutiens. Donc, le niveau 1 des soutiens, c'est un enfant autiste, quand on parle des diagnostics à première enfance, c'est un enfant qui il arrive quand même à avoir un certain niveau de communication, il arrive quand même à avoir un niveau de développement d'apprentissage assez correct, mais il va toujours avoir des caractéristiques autistiques, par exemple, comme les intérêts restreints, les difficultés d'avoir une communication fonctionnelle. Donc c'est un niveau de support qui en France, le diagnostic, il est super compliqué parce qu'ils sont ce sont rares les professionnels qui vont écouter les parents. Donc on a beaucoup de difficultés de diagnostic des niveaux 1 des soutiens. Le niveau 2 des soutiens, en fait, c'est l'enfant qui a besoin de beaucoup de soutien pour faire justement tout ce qui est basique dans sa vie. Donc il va avoir quelqu'un à côté de lui à l'école pour l'aider à rester assis, pour l'aider à faire les apprentissages. C'est un enfant qui a besoin de quelqu'un pour, faire le moyen des communications. C'est un enfant qui a besoin beaucoup d'heures d'intervention. On parle d'intervention intensive. Un enfant niveau 2 de soutien qui a moins de 5 ans, on devrait avoir normalement, des 15 à 20 heures par semaine d'intervention intensive, des apprentissages intensifs dans un modèle naturaliste. Voilà, je parle, mais c'est pas la réalité. Le niveau 3 des soutiens, c'est un enfant qui a beaucoup de comorbidités en général. Il va avoir des comorbidités comme la déficience intellectuelle et les apprentissages, même les apprentissages basiques et que je vais vous amener ici, ce sont des apprentissages difficiles. Mais bien sûr, avec la bonne méthode, ils vont apprendre. Peut-être va prendre plus de temps, mais c'est possible de les apprendre si on fait les choses dans la bonne ordre et si on fait les choses en utilisant bien sûr le modèle ABA, les modèles basés sur l'ABA. Le niveau 2 de support, c'est mon fils et je pense qu'il a c'est la majorité des autistes diagnostiqués, c'est niveau 2 de support.
Ils ont beaucoup des barrières d'apprentissage. C'est quoi une barrière d'apprentissage? La barrière d'apprentissage, c'est tous les comportements qui empêchent l'enfant d'apprendre. Par exemple, les flappings, les stéréotypies, les écolalies, hem, le manque d'attention, l'évitement. Si c'est un peu difficile, l'enfant, il va éviter de réaliser et cetera. Donc ici, on a parlé du retard de développement. Comment Jay-Z, on peut avoir cette information. Comment on peut savoir si mon enfant comment je peux savoir s'il est niveau 1, 2 ou 3? Normalement, dans le diagnostic, il faut qu'il y ait cette information. Vous allez vers la personne qui a donné le diagnostic, elle est obligée de vous donner cette information. Surtout si votre enfant, il a passé ADOS, CARS ou SQC, qui c'est les protocoles diagnostiques les plus courants, surtout en France. En général, ici, ils utilisent l'ADOS pour donner un diagnostic. Si vous êtes pas. Donc, là, on va au cœur du sujet. Qu'est-ce qui c'est une habilité basique primaire, une compétence basique primaire pour un enfant? Pourquoi je vous parle aussi de ces compétences-là? Surtout parce que ça m'a beaucoup touchée de, de voir en fait la maltraitance qui s'arrive aujourd'hui dans les écoles avec des enfants TSA petits et aussi des difficultés des parents de savoir pour où commencer les interventions. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour où je commence? Mon fils, il s'assoit pas, il veut pas travailler, mon fils, je peux pas sortir dans la rue, il va pas s'asseoir pour manger, et cetera, et cetera. Mais c'est aussi des compétences c'est qu'ici on a un enfant à risque d'autisme, ça veut dire un enfant qui a, des retards de développement à l'âge de 12, 13, 18, 24 mois. Nous, en tant que parents et c'est pour ça que j'ai mis ça sur YouTube gratuitement, on peut commencer à travailler depuis tout petit. Donc ça veut dire que ces habiletés basiques, je vais travailler avec un enfant trop petit qui est pas encore acquéri des habiletés, des compétences, mais qui est en retard. Mais je vais travailler aussi avec les enfants de 4, 5, 6, 7, 8 ans si ils ont pas ou encore des interventions et s'ils ont beaucoup de difficultés d'apprendre ça. N'importe l'âge, en fait, ça va être toujours les compétences primaires à initier avec un enfant. Parce que parfois, on va avoir le cerveau des enfants atypiques, c'est un cerveau différent. Parfois, il va avoir des compétences, des communications qui on pense que c'est des communications, parfois c'est des compétences d'écolalie et cetera, mais c'est un enfant qui n'a aucune attention. Il n'arrive pas à s'asseoir, il n'arrive pas à attendre 5 ou 10 minutes, dans une salle d'attente. C'est un enfant qui fait aucun contact visuel, mais qui y parle. Mais le contact visuel, s'asseoir et attendre, ce sont des compétences basiques pour que notre enfant, il puisse intégrer la société, intégrer une école. Même si pour lui c'est très difficile, qu'il n'y arrive pas beaucoup de temps, il faut qu'il y ait quand même un minimum d'apprentissage. «Ah mais mon fils, j'ai essayé tout, il apprend pas, il fait pas» et cetera. C'est parce qu'il n'est pas sur le bon modèle d'apprentissage. On peut apprendre le contact visuel en enfant. Le contact visuel, je vais jamais travailler avec mon enfant en train de lui dire qu'est-ce qu'il doit faire sous la table. Je vais jamais laisser tous les objets de l'activité en face de lui. Je vais toujours amener les objets vers mes yeux. Donc je vais travailler le contact visuel. Si mon enfant, il veut choisir un livre à lire pour ce soir, je vais pas faire ça. Tu choisis le livre. Non, je vais faire ça. Quel livre tu vas choisir pour ce soir? Quel livre tu vas choisir ce soir? On va choisir quoi pour lire? Tu veux lequel? J'oblige l'enfant à monter son menton et à choisir. Donc, on va travailler et on va apprendre le contact visuel avec cet enfant. Comment on apprend l'enfant à s'asseoir et à attendre? On va utiliser les processus avec les timers. On va utiliser des renforçateurs très, très puissantes pour que l'enfant y puisse attendre. On peut demander à un enfant de 3, 4 ans, attendre 5 secondes. Même avec son dessert préféré ou avec son biberon, s'il est encore en biberon,
On va faire exprès. On montre le biberon, on dit: «On attend un, on attend 2, on attend 3, on attend 4, on attend 5. Ton biberon». Vous voyez? C'est petit à petit intégrant, en fait, les informations basiques dans la routine de cet enfant. C'est à nous. Donc l'attention, c'est l'habilité basique primaire. L'imitation. Qu'est-ce que mon enfant, il doit savoir imiter et pourquoi il doit savoir imiter? Il doit savoir imiter les mouvements globaux, il doit savoir imiter les actions avec des objets. Donc, par exemple, si je prends le téléphone, il faut que mon enfant, il arrive à faire la même chose, fonctionnellement. «Ah, je vais appeler mamie. Est-ce que tu peux appeler mamie?» Ça, c'est une imitation aussi. Donc, motricité fine, comment on va faire cet enfant imiter la motricité fine? Donc, on va faire un petit dessin, il fait le même petit dessin. Donc, si j'ai fait la pâte à modeler, je roule la pâte à modeler, ça c'est la motricité fine. Il faut qu'il apprenne à faire le mouvement déroulé. Mouvement d'articulation phonologique. Donc, j'ai fait o, i, ou. Ça, c'est des mouvements importants à apprendre à l'enfant pour qu'après, il puisse imiter des syllabes. Séquence des mouvements, tête, épaules, genoux, les yeux, le nez, la bouche, une séquence des 3 mouvements. Si c'est pas encore 3, on commence par 2, après 4, après 5 et on continue comme ça. Heu, la langage réceptive. Est-ce que mon enfant, si je lui dis: «Va dans la chambre chercher ton oreiller, va dans la chambre chercher ton doudou», il arrive à faire, une instruction d'une étape, de 12 étapes. Tu peux aller dans ta chambre chercher le doudou et m'apporter aussi ton oreiller. 2 choses, hein. Donc ça, c'est une capacité aussi d'exécution de l'enfant, de garder, une information. Est-ce que cet enfant, il a une reconnaissance corporelle? C'est très important la reconnaissance corporelle. Il est où mon nombril? Il est où ma tête? Il est où mes tout ça, en fait, ça permet l'enfant après de pouvoir même dessiner un corps humain, un bonhomme dans un papier, donc c'est toute une préparation. Si cet enfant, il va avoir une douleur au bide, c'est aussi une façon de communiquer: «Tu sens la douleur où?» Donc il va pointer où il sent la douleur. Donc ce sont des compétences, en fait, basiques pour que l'enfant, il puisse se sentir minimum intégré. Si vous savez pas par où commencer, commence par les imitations corporelles. Commence pour demander: «Ils sont où tes yeux? Il est où ta tête?» Commence par ça. Ça, c'est très basique et c'est très important. Donc, imitation, donc on est sous la reconnaissance corporelle. Reconnaître les personnes de l'entourage. Prenez les photos des membres de la famille, on fait un petit arbre généalogique, on va identifier: il est où papa, elle est où maman, les frères, les sœurs, papi, mamie. On fait des photos des gens pour que cet enfant, il puisse aussi s'approprier de sa famille et pouvoir aussi pointer, nommer en fait et pouvoir écouter: «Il est où papa?» Il pointe papa. Il doit faire ça aussi avec les objets et avec les pictogrammes de mouvements, d'action. Donc ça, c'est un langage réceptif. Il reçoit le langage, il est capable d'entendre et de, faire une action par rapport à ça ou pointer. Langage expressif. Cet enfant, il est capable de pointer dans la direction des items qui souhaitent. Donc ça veut dire: «Est-ce que si je lui montre ça, c'est aussi un langage expressif? Tu veux lequel?» Est-ce qu'il est capable de me dire lequel il va choisir? Ou est-ce qu'il va vouloir prendre les 2? Ou est-ce qu'il va regarder les jouets, il va tourner, il va partir? Donc il doit être capable de pointer. S'il veut boire de l'eau, il peut pointer une bouteille d'eau. Est-ce que cet enfant, il exprime les sons avec fonction?
S'il exprime très peu des sons avec fonction, on va estimuler cette expression, on va estimuler sa parole, toujours en utilisant les renforçateurs et les choses qu'il a envie d'avoir. Donc, son avec fonction. Donne, j'ai vu, ici, c'est lui. En fait, c'est des sons qui ont une fonction. Il imite des sons normalement, si on fait une chanson, il est capable d'imiter. Les demandes vocales, donc ça veut dire demande avec une certaine parole. Est-ce qu'il est capable de nommer les personnes de son entourage verbalement ou par pictogramme? Est-ce qu'il est capable de nommer des objets, de nommer des images? Donc vous voyez que toutes ces habiletés basiques, on peut les travailler à fond avec un enfant avant de partir dans les apprentissages autres. Donc ça veut dire que je vais faire des pictos, je vais faire d'images, toujours dans l'intérêt de l'enfant et je vais les présenter pour que cette habilité de pointer, de nommer, des habiletés vraiment basiques. «Il est où ton oreiller?» Tout le temps, on va dire: «Il est où ton pyjama? Qu'est-ce que tu vas mettre maintenant? Pointe-moi la brosse à dents». En fait, tout ça, c'est du travail à faire continuellement. Donc tout le temps, on doit nommer les choses et demander à l'enfant de nommer ou de pointer. C'est, un travail en fait des bases qui va permettre l'enfant à connecter ses neurones en fait, à connecter, heu, à avoir ces connexions, ces synapses en fait, renforcées. Donc la coordination, donc là, on va parler des habiletés pré-académiques. C'est les habiletés basiques qu'on doit apprendre à l'enfant avant qu'il puisse s'asseoir à l'école. Donc déjà, il faut qu'il puisse coordonner ses yeux et ses mains. Donc ça veut dire, s'il est en train de faire une activité ici, il va pas faire ça. Il est en train de travailler ici avec la tête par là, non. Si je lui dis: «Prends ça», il faut qu'il regarde et qu'il se concentre en fait ses yeux avec tout ce que ses mains, elles sont en train de faire. Donc ça, on appelle coordination, les yeux et les mains. Emparer les objets. Donc, il faut qu'il soit capable, par exemple, de montrer 12 objets identiques, mais aussi de montrer un objet qui est identique en image et après des objets qui sont de la même classe. Pour ça, en fait, pour cette, habilité d'emparer les objets, j'ai le livre, je pense qu'il coûte 5 €, c'est le, Vocabulaire et Classes Stimulis. Donc vocabulaire et classes stimulis, c'est des supports bien faits, je vous rassure, hein, c'est un support vraiment très important pour que vous puissiez travailler ces habiletés pré-académiques, emparer les objets, les images, objets, images et aussi on travaille le ciseau. L'enfant, il faut qu'il commence à apprendre à découper. Ici, je vous donne une astuce pour le découpage, c'est que si l'enfant est gaucher, on doit acheter un ciseau, une paire de ciseaux et spécialement pour les enfants gauchers, parce que ça facilite beaucoup. Je parle de ça parce que mon fils, il est gaucher. J'ai essayé avec tous les petits ciseaux d'enfant et ça a jamais marché. Donc je suis rentrée chez Amazon et j'ai acheté une paire de ciseaux pour l'enfant gaucher. Comment on initie l'apprentissage du ciseau? D'abord, on ne va pas donner à l'enfant directement quelque chose qu'il faut qu'il découpe les, mmh, en respectant les lignes. On va d'abord lui donner des bouts de papier, comme ça, des fils de papier et on va juste demander qu'il arrive à découper comme ça des petits carrés pour qu'ils puissent sentir le plaisir de découper. Ils aiment bien en général quand ils apprennent à faire ça, qu'ils voient tous les petits bouts de papier qu'ils font avec le ciseau. Et après seulement, on va essayer de lui donner des lignes. Après, on va lui donner des carrés, des formes, et cetera. Et ensuite, on va passer des formes rondes. Donc, si vous ne savez pas non plus quoi initier, comment initier les apprentissages, on commence par
emparer les objets, mais aussi utiliser le ciseau. C'est des choses qui se en général, le ciseau, il plaît beaucoup les enfants. S'ils ont pas beaucoup de difficultés, parce qu'ici, ils ont beaucoup d'hypotonie, c'est quelque chose qui peut coûter beaucoup et du coup, ils vont éviter, à fond. Donc peut-être qu'avant, prendre un ciseau, il faut travailler la pâte à modeler, tout ce qui est motricité fine et en fait, bien, travailler les muscles des doigts et ça oui, pâte à modeler. Si on va faire des gâteaux, on prépare du sablé par exemple, des on va amener cet enfant dans la cuisine, à la cuisine pour faire à manger avec nous. On va demander qu'il prenne les outils des cuisines. En fait, on va faire du travail avec ses mains pour pouvoir après demander soit l'écriture, soit le ciseau. Donc c'est toujours un travail directionné dans la routine de l'enfant. Donc, heu, si vous voulez savoir les compétences vraiment basiques à initier avec l'enfant, elles sont dans ces tableaux-là et c'est vraiment la base de la base qu'on doit toujours travailler avec l'enfant et parfois il a acquéri ses capacités, mais le contact visuel, par exemple, mon fils, il a perdu beaucoup parce que j'ai laissé, de côté et maintenant on travaille à fond aussi le contact visuel avec lui parce qu'on doit les stimuler. Ils commencent à grandir, ils commencent à parler avec les copains, ils commencent à parler avec les gens, mais il est tout le temps comme ça. Donc on travaille en ce moment beaucoup le contact visuel et c'est, pour vous dire, une compétence basique. N'hésite pas. Donc je vous donne des exemples. Pourquoi c'est important les les compétences basiques, les habiletés basiques? Par exemple, dans les habiletés basiques, on a l'imitation des sons. Donc, si mon fils il sait imiter des sons, c'est le début du chemin qu'il puisse apprendre à communiquer. Et après, ensuite, même appeler quelqu'un, demander quelque chose. Donc, vous voyez, l'imitation des sons, en fait, c'est une compétence qui ouvre les portes de la communication, par exemple. Si mon enfant, il peut imiter des mouvements fins, ça veut dire faire un cercle ou même rouler un boudin de pâte à modeler, pour lui, après, ça sera plus facile d'apprendre à manger, d'apprendre à manipuler les couvercles. Ça va être plus facile qu'il puisse laver ses mains, qu'il puisse prendre un stylo et écrire, si on commence justement pour une imitation des mouvements fins. Donc, par exemple, si mon fils, il sait nommer les objets, s'il sait nommer les images, images, objets, s'il sait nommer les personnes de son entourage, mon fils, il va avoir peut-être une communication fonctionnelle. Il va pouvoir exprimer ses sensations. Mais mon fils, il parle pas, il est non-verbal. Qu'est-ce qu'on va faire? On va initier les apprentissages des communications avec les pictogrammes, avec, il y a des personnes aujourd'hui qui utilisent les tablettes de communication, mais qui parfois c'est pas adapté à tout le monde, hein. Mais on va avoir aussi, les PECS, on va avoir même parfois on crée nous-mêmes des pictos à la maison qui puissent aider notre enfant. Donc on commence pour cet apprentissage initial, qu'il puisse exprimer ses envies pour après transformer ça dans une communication plus fonctionnelle et pourquoi pas intégrer la parole. Parfois, on a l'idée que si on parle beaucoup avec notre enfant, il va apprendre à parler. Si je nomme tout, il va apprendre tout ce que j'ai nommé. Sauf que pour les enfants autistes, on doit faire beaucoup d'attention parce que parfois on parle trop à côté d'eux. Ils sont sensoriellement perdus. Ils ont dans leur tête plein d'informations qu'ils n'arrivent pas à gérer, qu'ils n'arrivent pas à organiser et ça peut même empêcher l'évolution de leur langage. Donc
il faut bien faire attention pour pas baigner l'enfant dans un tourbillon d'émots, un tourbillon, en fait, des questions. Parfois, on va poser beaucoup de questions à l'enfant. On ne donne pas le temps de latence. Les enfants autistes, ils ont besoin des temps de latence. Donc ça veut dire que je vais pas dire: «Ah, quelle couleur le chapeau? Ah, mais est-ce que tu as vu, il y a un petit truc ici, quelle couleur? Comment on fait? Comment on appelle ça? Comment on appelle ci?» C'est pas comme ça. Même si on montre des images, l'enfant, il nomme ces images d'une façon qui c'est pas la façon attendue. On va pas dire: «Non, c'est faux». Jamais on va dire: «Non, c'est faux» à un enfant autiste. On va jamais on a beaucoup d'attentes pour ces enfants et parfois, même eux, ils comprennent pas qu'est-ce qu'on attend d'eux. Donc il faut faire très attention à laisser clair à l'enfant qu'est-ce qui nous, on attend de lui et pas, en fait, bombarder avec des questions et des demandes qui transforment notre relation dans quelque chose de très lourd. Et l'enfant, il va avoir beaucoup plus de difficultés de s'exprimer. Justement parce qu'il a beaucoup de demandes, il a beaucoup de paroles dans sa tête, il n'arrive pas à organiser. Donc, on revient à les habilités basiques. Donc ici, je vais vous donner des exemples, en fait, de ces habilités et comment ces habilités, elles puissent, en fait, déclencher des habilités plus complexes. Donc on part d'une habilité basique bien travaillée et on va arriver petit à petit à des habilités plus complexes. Heu, si un enfant, il n'a s'il n'a pas les habiletés basiques, celles que je viens de vous présenter dans un tableau, l'inclusion de cet enfant devient très problématique et il peut rentrer en souffrance. Un enfant TSA qui est en souffrance, par exemple, à l'école, qu'est-ce qui se passe? Cet enfant, il va être énervé, il va avoir des crises, il va beaucoup dérégler. C'est un enfant qui va être triste, qui va pas être épanoui. Donc parfois, on veut forcer l'inclusion de cet enfant dans une école qui est pas préparée pour l'avoir et l'enfant, il, heu, il arrête d'apprendre parce qu'il y a beaucoup de stress dans son corps, il va pas apprendre forcément, il va être dans un état d'évitement, dans un état de tristesse, dans un état d'anxiété. Donc là, on voit que la société, elle n'est pas préparée pour accueillir un enfant qui a beaucoup de besoins. Donc, à la maison, nous, on va travailler ses habiletés basiques. On va faire notre maximum pour travailler ses habiletés basiques. C'est que les habiletés basiques, ils sont travaillées en coopération. Ça veut dire, que on va avoir déjà une évaluation d'un groupe de psychologues, médecins, psychomotriciens, des professionnels de santé. On va avoir cette évaluation et c'est ce que vous voyez en première, ces 3 médecins, c'est juste pour un exemple, hein, mais c'est de la coopération quand ces médecins, ces personnes qui évaluent notre enfant amènent ces informations, par exemple, vers l'orthophoniste, vers la psychomotriciste, vers la ergothérapeute. Cette communication, elle arrive aussi à la maison. J'ai mis pour que vous puissiez voir la maison, il faut qu'on ait des ressources financières. Donc ça, c'est le rôle de l'État. On doit avoir des ressources financières, ça fait partie de la coopération. Et nous, à la maison, on va faire notre partie. Par contre, l'école aussi, il faut qu'elle fasse son travail. Il faut qu'elle soit au courant du programme d'enseignement de cet enfant. Donc vous voyez, la coopération, c'est la façon sûre, la manière sûre d'arriver à des objectifs. Et nous, en fait, malheureusement en France, c'est à nous de demander cette coopération en pratique. Parce que le CAMPS, il va dire qu'il fait ça, après on va voir des autres instituts, le CESAD et cetera et en pratique, on voit pas forcément les fruits de cette
entre guillemets «coopération» qui disent faire. Donc nous, parfois, on doit prendre le leader et essayer de coopérer, de collaborer avec tous ces professionnels et bien sûr, on va se former à ça, on va avoir les bonnes formations et on va pouvoir poser des questions à ces professionnels-là. Donc, par où commencer? Bon, d'abord, on va faire une évaluation du développement de cet enfant. Parfois, on n'a pas le moyen de faire cette évaluation, parce qu'on n'a pas les outils. Donc je vous encourage à chercher des outils d'évaluation, même que ça soit sur internet. Ici, vous avez déjà un tableau que j'ai mis avec les habiletés basiques qui ça peut vous donner, une idée du développement de votre enfant, mais une idée très, on va dire, pas spécifique, mais ça peut être un début. Je parle beaucoup des ABLLS et les ABOLS. C'est quelque chose qui est pas cloisonné à les professionnels psychologues, ça c'est faux. Donc, vous pouvez trouver les livres des ABLS, de VBMAP, de Portage. Vous pouvez trouver ce sur internet. C'est des outils qu'on peut les acheter. Ça coûte un peu cher, mais on peut les acheter. Mais vraiment, si vous voulez faire ça, c'est un investissement financier et un investissement de temps, parce qu'il faut bien comprendre l'outil pour pouvoir l'utiliser. Notre façon d'évaluer, en fait, le développement de cet enfant, c'est demander à un professionnel qui fasse cette évaluation plus globale des développements. On va évaluer obligatoirement les barrières d'apprentissage. Qu'est-ce qui manque, en fait, pour que mon fils, il puisse s'asseoir? Est-ce qu'il y a une hyperactivité? Est-ce que le renforçateur que je suis en train d'utiliser pour travailler avec lui, c'est pas assez puissant? Est-ce que, mon fils, il évite le travail des tables? Est-ce que mon fils, il évite le regard parce que sensoriellement c'est difficile? On va avoir plein de barrières, d'apprentissage, ça doit être évalué. On va entrer le listing de, de des comportements que mon fils il est pas encore apte. On va choisir entre ces choses et décider qu'est-ce qui est plus nécessaire pour mon fils. Donc par exemple, aujourd'hui, j'ai pris le plan d'intervention de Francisco. Il y avait un objectif comme quoi Francisco, il devait, chanter une chanson, une chose qu'il est en fait, une case qu'il coche pas sur une certaine habilité. Mais pour moi, cette habilité, elle est pas importante aujourd'hui pour son développement. Donc je vais pas l'intégrer sur son, plan d'intervention. Ça a sorti comme quelque chose qu'il fait pas, il devait le faire parce qu'il a déjà l'âge, mais c'est pas un comportement portail et c'est pas non plus un comportement qui va changer la vie de mon fils. Donc je laisse ça de côté et je travaille par exemple, les simulations de la conversation de Francisco avec les adultes, qui c'est un objectif beaucoup plus important pour sa vie. Donc on va choisir qu'est-ce qui est plus nécessaire. On va élaborer et appliquer un plan d'objectifs en routine. Donc là, je vais vous donner un listing des habiletés basiques que vous pouvez vous approprier de ces listings et pouvoir créer vous-même un plan d'intervention pour votre enfant. Et après, bien sûr, on va réévaluer pour voir si cet enfant il est appris. Si vous avez des difficultés par rapport à la question des évaluations, vous pouvez rentrer, j'ai un live que j'ai fait, début d'année par rapport à les évaluations, c'est gratuit, vous pouvez toujours l'assister sur YouTube. Et on va avoir aussi les la possibilité de questionner les professionnels qui travaillent avec nos enfants. Donc vous allez pouvoir questionner: «Je veux savoir quelle habilité basique mon enfant, il a besoin d'apprendre. Je veux savoir si les comportements portails de mon enfant, ils sont acquis». Voilà. Donc ça, on doit aussi questionner les professionnels pour qu'ils puissent aussi évoluer dans leur façon de travailler. Ici, comment on va appliquer les objectifs,
Si j'ai un listing d'objectifs, bon, on va travailler en utilisant un plan ABA avec des objectifs en respectant le modèle ABC. Qu'est-ce que c'est le modèle ABC? Antécédent, réponse, conséquence. La conséquence, ça va être le renforçateur. C'est lui qui va augmenter la probabilité du comportement se répéter. Donc, on va choisir des renforçateurs pour pouvoir euh, travailler ces comportements avec l'enfant. Les comportements, ils doivent être mesurables, concrets, et je ne peux pas mettre des comportements sur un concept abstrait ou un concept qui est libre d'interprétation. Donc, ça veut dire que je ne vais pas dire: «Ah, je veux que mon fils y parle». Non, ça ne veut rien dire. Je veux que mon fils y parle, ça ne veut rien dire. Donc, je vais transformer ça dans un objectif concret. Donc, par exemple, si je veux que mon fils imite l'écriture d'une forme ou lettre, je vais bien les spécifier. Je choisis la forme la plus facile pour lui. Je stimule son imitation sur un papier ou sur une ardoise, d'abord avec une aide physique et un bon renforçateur. Et je vais noter tout ça, bien sûr, d'écrire exactement comment ça va se passer, combien de semaines je vais travailler ça, combien de fois par semaine, etc. J'ai vu que ma fille parle des mots. Ça, c'est pas un objectif. L'objectif, c'est ma fille va apprendre 3 nouvelles syllabes pendant 3 semaines. Et j'organise la liste des renforts et aussi les activités où je vais glisser cet apprentissage. Parfois, on a des enfants qui parlent très peu. Ils parlent des mots, mais ils parlent très peu. Ça veut dire il va parler l'eau, il va parler pain, il va parler maman, il sait tout. Mais cet enfant, il a déjà 5 ans. Donc, on sait qu'il est capable d'exprimer un mot. Comment on fait pour augmenter la probabilité que cet enfant y parle? Comment on fait? On va commencer par des syllabes, on va commencer pour augmenter son comportement de parler, de sortir du son de sa bouche. Ça, c'est le comportement à travailler. Je veux que mon enfant sorte plus des sons de sa bouche et je vais choisir 3 syllabes. Il faut que dans cette semaine, il parle ces 3 syllabes plusieurs fois et je vais lui donner du sens petit à petit. On commence avec pas un mot entier, on commence avec des syllabes, on commence à vouloir que le comportement d'ouvrir sa bouche et s'exprimer augmente. Ça, parfois, ça peut être un problème aussi d'apraxie, un problème d'hypotonie et le fait d'utiliser la mâchoire, de parler plusieurs fois, de parler des syllabes, de chanter et cetera, ça fait aussi un travail sur les muscles, sur l'hypotonie et ça peut augmenter aussi, sa capacité de s'exprimer sans trop dépenser d'énergie. Donc voilà. Pour ça que c'est pas simpliste. Je peux pas dire: «Ah, je veux que ma fille, elle parle, donc je vais beaucoup parler avec elle, elle va parler». Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est une structure à mettre en place. J'ai vu que mon fils puisse suivre mes instructions. Je vais, choisir un modèle d'instruction, donc ça veut dire cette semaine, j'ai vu que mon fils, il, pose les cuillères à table. Ça, c'est une instruction. Donc je vais prendre cette instruction unique et je vais travailler pendant 4 jours dans ma semaine et je vais répéter la semaine d'après jusqu'au moment où je l'ai pas et il fait tout seul sans besoin d'aide. Ça veut dire qu'au début, je peux lui donner d'aide. Je peux lui donner de l'aide. Je peux dire, «Tiens, maman, elle va t'aider. Tiens, je vais compter pour toi. Donc toi, je compte», je lui donne. En fait, je vais initier le comportement pour lui. Le lendemain, je vais initier aussi, mais je vais réduire mon aide et au moment où mon fils, il arrive à mettre tous les cuillères à table pour le dîner, donc du coup, je passe à une autre instruction. C'est toujours par étapes. Je vais jamais vouloir apprendre beaucoup de choses en enfant en même temps, parce que pour lui, c'est difficile. Donc c'est comme ça qu'on applique les objectifs. Mais on doit penser aussi à la généralisation. Donc ça veut dire que quand j'arrête cette intervention d'apprendre, par exemple, un comportement X, il faut que ces comportements, ils soient maintenus.
Donc par exemple, pour mon fils, le comportement de regard avec moi, le contact visuel avec moi, c'est un comportement qui n'était pas forcément maintenu. J'ai pensé qu'il avait acquis ça, mais il a pas acquis. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je dois réévaluer et maintenant, je dois l'apprendre toujours le regard, le contact visuel. Il doit généraliser donc le contact visuel, pas qu'avec moi, il faut qu'il fasse le contact visuel avec les autres personnes. Donc je vais donner un peu d'instruction à ces personnes de l'entourage qui puissent répéter ces comportements-là. Donc les stratégies est d'enseigner un nouveau comportement qui soit facilement renforcé dans tous les endroits où cet enfant il va aller. Ici, j'ai mis l'exemple de la maison et la maison de la mamie, par exemple. Donc on doit avoir des renforçateurs différents dans les 2 endroits. Donc, une dernière question à cette masterclass, c'est: est-ce que toute personne est capable d'apprendre? Est-ce qu'un enfant qui a une déficience intellectuelle, il est capable d'apprendre? Donc la réponse à cette question, c'est encore des questions. Oui, toute personne est capable d'apprendre, mais apprendre quoi et apprendre comment? Donc, si vous avez un enfant, votre enfant est en difficulté, il n'arrive pas à écrire, il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas à manger tout seul. La réponse est oui, il peut apprendre ça, mais qu'est-ce que je dois l'apprendre en première et comment je vais l'apprendre ça? Donc ça veut dire que si je veux que mon enfant, il prend de la nourriture qu'il met dans sa bouche tout seul, je peux pas exiger ces comportements, initialement. Déjà, je vais travailler la force dans ses doigts, donc les objectifs, je vais les découper et aussi, il faut que je sache comment je vais l'apprendre ces comportements. Donc oui, toute personne est capable d'apprendre quoi et comment, c'est notre objectif, autant que papa, autant que maman, en tant qu'aidant, mais autant qu'en tant qu'intervenant. Qu'est-ce que je vais l'apprendre et comment je vais l'apprendre? Je commence pas par un comportement qui est difficile d'apprendre. Je commence toujours pour le facile, comme ça l'enfant il va être motivé et pour que ça soit facile pour lui, je vais découper un comportement en tiers, ça veut dire manger à table avec un couvercle et je vais les transformer en petites parties et renforcer, renforcer, renforcer jusqu'au moment où cet enfant il va être capable de réaliser le comportement entre guillemets «social» complet. Pour ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit respecter le niveau de soutien de cet enfant. Est-ce que cet enfant il est au niveau de soutien 2, au niveau de soutien 3, donc ça veut dire que ça peut prendre plus de temps, l'apprentissage. Est-ce que cet enfant il est à une prise en charge précoce? L'autre jour, j'ai vu une maman sur un groupe Facebook à dire: «Mon enfant il a 12 ans, il est non-verbal». Elle était désespérée parce qu'à 24 mois, son enfant il était pas verbal. Donc, on va dire à 24 mois, ça ne veut pas dire que c'est un être humain non verbal. Cet enfant, il va pouvoir parler parce qu'à 24 mois, on ne peut pas donner une sentence, on ne peut pas les condamner à un non verbal. Donc, on va commencer l'intervention. Je ne vais pas dire mon enfant il est non verbal, je vais dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour aider mon enfant à être verbal ou pour aider mon enfant à communiquer. Donc, le l'âge en fait de l'enfant, elle joue beaucoup sur les apprentissages. Donc un enfant qui a 24 mois, il parle pas, on a beaucoup de choses à faire avant de dire que cet enfant, il est non verbal. Déjà un enfant qui a 5, 6 ans, qui la neuroplasticité, elle est déjà un peu réduite, on commence à dire que cet enfant, il a des difficultés de devenir verbal. Mais on peut toujours travailler avec lui, on peut travailler la communication, on peut travailler plein de choses pour que cet enfant, il devienne verbal. On va aussi évaluer les comorbidités. Donc ça veut dire que si l'enfant, il est en déficience intellectuelle,
Si l'enfant il est en TDAH associé, les barrières d'apprentissage sont énormes et du coup, on va adapter quoi apprendre à cet enfant et comment apprendre à cet enfant. Donc ça, pour moi, c'est une slide très importante à prendre en compte parce qu'on ne peut pas non plus tout apprendre aux enfants en même temps, heu, c'est on peut pas. C'est une évaluation, c'est une observation, c'est de la patience, c'est de la répétition, c'est la découpage des grands comportements en petits comportements et voilà. C'est, c'est un chemin, c'est un processus, mais je vous rassure, si vous utilisez la bonne méthode, vous allez avoir des bons fruits. Et là, si vous avez des questions, vous pouvez poser les questions spécifiques par rapport à votre enfant. Sinon, après cette live, elle va être enregistrée et les questions, vous allez poser ici dans les commentaires et je viens de temps en temps sur YouTube et je les enregistre, je les lis, je les enregistre mes commentaires, mes réponses. Toujours en sachant que si vous avez un enfant jusqu'à 36 mois et vous savez pas du tout comment travailler les habiletés basiques, j'ai un outil. Jusqu'à présent, c'est qu'à 36 mois. C'est un outil, en fait, de travail qui vous allez avoir un questionnaire d'évaluation et vous allez avoir toutes les activités à travailler avec cet enfant, toujours en utilisant l'ABA naturaliste à la maison et vous allez avoir ces guides pour aider l'enfant à se développer et avoir une meilleure communication, une meilleure attention, un comportement hem, d'écoute, un comportement d'expression des langages et aussi des comportements pré-académiques. Donc le lien du guide, il va être ici après enregistré. Pour l'instant, c'est qu'est jusqu'à 36 mois et petit à petit, je commence à construire un outil qui ça sera utilisé pour les enfants jusqu'à 6 ans. Voilà. Donc si vous avez pas de questions, je vous remercie pour cette live. Je vais la laisser enregistrer, vous pouvez venir la consulter quand vous voulez. Merci pour votre participation.